Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous deux au cinéma. Bonjour Arthur. Bonjour Anne. Notre équipe est petite, mais active. Nous sommes allés voir, alors grâce à vous Arthur, nous sommes allés voir L'île aux chiens, dont vous aviez fort bien parlé et vous m'aviez incité à aller le voir et bien m'en a pris et j'incite moi aussi les téléspectateurs à le voir parce que c'est une fable politique extrêmement corrosive. Oui, c'est une fable politique, comme voilà, c'est un peu il y a un peu de La Fontaine, parce qu'on est dans des histoires d'animaux, oui. Et Oui. comme tous les dessins animés pour adultes, parce que c'est un film d'animation pour adultes, Oui. on commande à partir de 13-15 ans, Oui. il y a forcément derrière une trame politique, mais qui laisse libre à l'interprétation. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut sortir pas mal de choses, et je pense qu'un seul visionnage serait insuffisant. Il faut le voir une fois, deux fois, trois fois, pour tout saisir. Mais alors, je pense que la critique est gênée quand même par ce film, parce que je n'ai vu à aucun moment le mot fable politique corrosive, par exemple. Donc c'est quand même que ça doit les gêner. Ou qui n'ont pas compris. Ou qui n'ont pas Parce compris. que Wes Anderson est un cinéaste qui est très fin. Il n'affirme pas, il montre. Il montre, oui, oui. il Alors, désaxe pour remontrer. Rappelons l'histoire. Donc, nous sommes dans un Japon contemporain. Une épidémie touche tous les chiens de la ville et ce tyran décide d'expulser les chiens, de les exiler dans une île qui est une île poubelle en réalité. Donc, tout est automatisé. On envoie les chiens par un filin dans une cage jusqu'à... Alors, le problème, c'est que dans cette île, il n'y a rien. Donc, les chiens sont dans une situation terrible. Ils sont malades et ils sont affamés. Et va débarquer dans cette île un jeune garçon avec son petit avion bricolé, le pupille du tyran, dont les parents sont morts. Et ce pupille vient rechercher son chien Spock, qui lui a été enlevé. Et c'est l'axe en fait du film, c'est l'amitié, voire l'amour entre ce chien et ce petit garçon. Et toutes les autres histoires d'amour entre chiens, puisque il va y en avoir. Mais alors, c'est une peinture d'un pays totalitaire extraordinaire, avec le culte du tyran, chef, du chef, les photos. Qu'est-ce que vous voyez comme d'autres... Ce qui est assez intéressant aussi, je pense que ça a pu gêner certaines personnes, c'est que les chiens... Alors, on revient un peu en arrière, il y a au début toute une historique pour raconter comment les chiens sont devenus le meilleur ami de l'homme et compagnie. Et bon, l'homme les trahit, les envoie sur une île, et comme vous avez raconté, le petit enfant arrive, et à ce moment-là, il y a un débat. Parce qu'en effet, ils sont squelettiques, ils sont malades, donc ils pensent, comme ils sont malades parce qu'ils bouffent rien, que le tyran a raison, qu'ils ont vraiment la grippe canine, quoi. Et il y a un débat qui s'installe entre les 5 chiens qui voient le petit gamin, c'est on le mange, on le sauve. Et il y a un réflexe de chien qui dit non, nous sommes le meilleur ami de l'homme, on va le sauver. Et donc, cette partie-là peut être un peu gênante, parce qu'on rentre dans les codes un peu du déterminisme. Est-ce que le chien est fait pour être le meilleur ami de l'homme, ou alors le chien choisit lui-même, comme d'autres peuvent choisir? C'est ça qui est assez étonnant. C'est très profond. Il y a à chaque dialogue, le dialogue est percutant. Ah oui, c'est très drôle. Le moment est délicieux quand le chien solitaire, parce que dans cette petite bande de 5, il y a un chef et tout est soumis à un vote. Oui, ils font toujours consensus, même quand quand ils vont presque mourir. Non, on prend une décision et on verra après, quoi. C'est ça qui est assez étonnant, quoi. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'il y a toute une critique quand même de la robotique. Et on peut même aller jusqu'au transhumanisme là-dedans. Parce que c'est le tyran qui dit « Oui, je suis d'accord, vous aimez les chiens, mais ils sont malades, ils vont vous nuire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplacer. On va construire des robots et vous allez voir, ça va être pareil, voire mieux. » Il y a du Bernanos dans le film, quoi. Ça qui est intéressant, quoi. Non pas on va créer la robotique, mais on va créer le besoin et ce désir d'avoir ça. C'est ça qui est assez amusant, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est que les Japonais ont déjà ces animaux qu'on appelait les Tamagoshi, c'est les premiers, en effet, il y avait des petits animaux qui pleuraient, qu'on pouvait nourrir avec un biberon. Et si on les nourrissait pas, ils mouraient, quoi. Le jeu mourait, quoi. C'est ça qui était drôle dans leur logique. Et puis alors, des allusions quand même à la politique contemporaine étonnante. Alors, c'est une journaliste
sino-américaine ou japono-américaine qui va être le petit grain de sable dans cette effroyable conspiration d'expulsion des chiens. Et on lui dit, mais vous faites des théories complotistes. Et elle répond, non, j'ai juste une intuition. Et ça, c'est quand même très amusant parce que quand vous avez une intuition d'un mensonge, on vous répond tout de suite, vous avez l'idée d'un complot. Non, on a des intuitions. On sent avec notre tout petit nez qu'il y a un gros... ça, c'est très étonnant. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, la grippe canine. Et elle dit à un moment donné, mais cette grippe canine, elle a été inventée de toutes pièces. Et pour expulser les chiens. Et on se dit, ben oui, nous, on a eu la grippe aviaire et puis la grippe bovine. Une intuition, c'est complotisme. Je ne fais que poser le débat. En tout cas, ce film n'est pas à voir avec des enfants de moins de 14-15 ans. Non, c'est un film d'animation. Mais c'est un film sur lequel il y a beaucoup à dire. On rit énormément parce que les dialogues sont fantastiques, les situations sont inouïes. Il y a un suspense dingue. Et on passe un très bon moment. C'est beau, c'est visuellement très beau. Et c'est beau, et ces chiens sont fantastiques. Non, c'est un très grand film d'animation. Très grand film. Voilà, à vous. Alors, vous avez vu? Alors, un film qui sort qui s'appelle Jersey Affair. Oui. C'est le premier film d'un cinéaste qui s'appelle Michael Pearce. Alors, ça se passe sur l'île de Jersey, en Angleterre. Oui. Maud est une jeune femme qui doit avoir 25 ans, on ne sait pas très bien, et qui tombe amoureuse d'un homme mystérieux qui s'appelle Pascal. Et cette rencontre va la pousser à fuir son carcan familial, qui est presque tyrannique. Mais soudainement, il y a des meurtres sur cette île, et Pascal est soupçonné d'être le meurtrier. Donc voilà, ça c'est l'histoire du film. Ça se passe dans les années 50 Non, ça se passe justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il s'inspire d'un fait divers qui se passe dans les années 60, qui s'appelait un fait divers monstrueux, qui était la bête de Jersey, qui était donc un tueur qui a violé et tué des jeunes filles pendant 10 ans. Il s'inspire de ça, de ce fait divers-là, il va faire un conte pour adultes, un peu les contes de Perrault. C'est Cendrillon, moderne, mais sans la fée, quoi. Et dès l'ouverture, on épouse tout de suite le point de vue de Maud. On n'a que son point de vue. Et on sait guère de choses sur elle. On sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa jeunesse, on ne sait pas trop quoi, mais ce quelque chose fait qu'aujourd'hui sa famille la surprotège, voire la tyrannise un peu. Elle est complètement prisonnière de cette famille, et cette rencontre avec ce Pascal, qui est un homme libre, c'est une porte de sortie. Et justement, vous me disiez c'est un film des années 50, on peut penser que c'est ça, mais c'est pas ça, parce qu'il fait un choix esthétique qui est intemporel. C'est-à-dire que le film pourrait être il y a les années 50. Les femmes sont habillées, il y a des couleurs pastel, des chemisiers. Il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a complètement autre chose. Donc on pourrait être il y a 50 ans, on pourrait être aujourd'hui, on pourrait être dans 20 ans. C'est un peu le conte, quoi. C'est le conte, c'est quelque chose qui est intemporel. Et il crée deux mondes binaires. Il y a le monde de Maud, rigide, étouffant, avec des plans fixes, symétriques, et puis le monde de Pascal, là c'est cinématographique, c'est ça qui est intéressant, c'est pas qu'il le dit, il le montre. Le monde de Pascal, c'est organique, c'est-à-dire la caméra est flottante, il y a une profondeur de champ, qui fait qu'on respire quand on voit l'autre. Mais de ce constat un peu simpliste, eh bien, il va faire complètement autre chose. C'est-à-dire que par une utilisation des sons, de la musique, des zooms, il va créer une tension permanente, et on était rassuré par un décor et des personnages bien fixes, et tout va se mélanger, et on ne sait plus d'où va venir le danger. C'est ça qui est très intéressant. Et chez Pearce, on est dans le titre original, c'était pas Jersey Affair. Jersey Affair, c'est le titre anglais pour français. Le titre, c'était Beast, bête. Parce qu'en fait, ce qui intéresse Pearce, c'est l'homme, cette bête qui pense. Et on est dans le sens. C'est-à-dire que Maud choisit à qui elle donne sa confiance en fonction de l'odorat. Elle le sent ou elle le sent pas, mais elle le sent vraiment. On est dans le toucher, dans le sens. Et je sais pas si vous vous rappelez les films de Guillermo del Toro, La forme de l'eau, Labyrinthe de Pan, il mettait en scène la dualité de l'homme et de la bête. Et lui, Pearce, il n'a pas besoin des broufs, non, il le met vraiment. Il y a une scène qui est assez formidable. Maud et Pascal reviennent d'une soirée, ils passent dans un bois sombre, juste la lune qui éclaire. Moi, je trouve ça terrorisant. J'ai regardé la bande-annonce. Oui, mais justement, ça qui est intéressant, c'est que c'est terrorisant, mais c'est pas gratuit. Donc il y a cette scène-là, et Maud se fiche comme un animal. Elle renifle quelque chose, elle est en danger. Elle se retourne, le visage de Pascal s'assombrit, et là, elle se jette, poussée par un désir sexuel sauvage sur lui. Ça coupe, on arrive au plan d'après, elle est chez elle toute sale, et elle crade tout le canapé de sa maison. Donc, je veux dire, il met en scène l'animal chez l'homme. Il met ça, il dit on est aussi un animal. Et chez la femme, visiblement. Oui, chez l'homme avec un grand H. Oui. Chez l'homme et la femme. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire, il n'y a pas d'esbrouf. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mélangeant tout ça, il n'est pas didactique. Lui, il prend le parti que le spectateur est un type intelligent et je donne les clés de l'interprétation. Je vous donne les clés.
Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est que aussi bien Pascal qui est mystérieux, Maud l'est aussi. Est-ce qu'elle est naïve? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle fait ça pour se venger? Est-ce que Pascal est un serial killer? Est-ce que Maud elle-même est une bête? On ne sait pas. On se prend passion et on se découvre aimer ces personnages-là, tout en sachant qu'ils peuvent être les meurtriers de cet acte sordide. Donc on est dans un mélange des genres qui est du thriller, du fantastique, du conte. On sait qu'il va y avoir une déflagration qui va être foudroyante. On sait qu'elle a retardement, si vous voulez, c'est une mèche longue. On sait que ça va péter, que ça va être violent. On ne sait pas quand, on ne sait pas où. Donc on est vraiment dans un exercice de style, mais qui est profond parce qu'il parle de l'homme, de la définition de l'homme, de cette bête qui pense. Donc alors il y a des défauts. Ça se termine dans le sang ou ça se termine c'est compliqué parce que... Non, faut pas je ne veux pas dire la fin, mais parce qu'on est dans l'interprétation, on donne les clés du camion. Donc il n'y a même pas de solution. Il y a une fin, mais c'est toujours là. Et oui, c'est un film qui est violent. C'est un film qui est violent. Oui, mais voilà, vous l'avez dit, je l'ai senti. C'est pas une violence gratuite. Moi aussi, je l'ai senti. Mais c'est pas une violence gratuite. Bon, Jersey Affaires. Place publique, un bon film, un film français. Place publique, c'est le dernier film de Jaoui et Bakri. Alors Jaoui derrière la caméra, Jaoui et Bakri on au les scénario. appelle d'ailleurs Kriba ou Jabrak ou je sais plus très bien. Oui. Et les deux acteurs. Donc l'histoire, c'est Castro, qui est une ancienne star du petit écran, un peu comme Ardisson. D'ailleurs, il est grimé comme lui, tout en noir et compagnie, qui est un animateur sur le déclin. Et il a invité à la pendaison de crémaillère de sa productrice et également son ami dans une grande maison bourgeoise à 30 minutes de Paris. À vol d'oiseau. À vol d'oiseau, c'est une heure en vol d'oiseau. Exactement. Et Hélène, l'amie de Nathalie, la sœur de Nathalie, est l'ex-femme de Castro. Donc en gros, tout ce petit monde va se retrouver dans cette maison et ça va durer une nuit. Donc on est un peu dans... C'est la même chose que Le Sens de la Fête. Alors pas tout à fait. C'est plus la même... Alors il y a des points communs, mais on est plus dans Le Goût des autres. Le premier film réalisatrice de Jaoui, parce qu'ils avaient fait Cuisine et Dépendance, un air de famille, mais c'était clapiché d'autres. Qui était bon d'ailleurs, Le Goût des autres. Et Le Goût des autres était très bon. Et là on se retrouve un peu là-dedans, c'est-à-dire c'est un film choral, avec une galerie de personnages qui viennent d'univers différents, et qui par le talent du scénario de Jaoui va photographier avec une justesse, va nous faire rire, va nous émouvoir, il va nous faire pleurer. Le Goût des autres, c'était ça, quoi. Donc, place publique, on est là-dedans, à la différence près qu'on est unité de lieu, unité de lieu, une maison, une nuit. Et ça commence comme Bakri et Jaoui, les bons films, c'est-à-dire le Goût des autres. C'est-à-dire en 3 minutes, il expose tout, la caméra se balade, on présente les personnages, c'est drôle, c'est enlevé. Bakri fait du Bakri, c'est-à-dire qu'il est râleur, cynique. Jaoui fait du Jaoui, elle est comment dire, gauchiste, idéaliste en gros. Et puis, sauf qu'à la différence du Goût des autres qui était il y a 18 ans, là on est 18 ans plus tard. Donc c'est un peu évolué, donc on se retrouve avec un YouTuber star. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le Goût des autres, c'était le bourgeois Plou qui rencontrait les hommes de la culture pas très riches. Sauf que là, ça s'est inversé, c'est que la bourgeoise, c'est la même que celle de la culture, et elle part à 30 minutes de Paris pour redécouvrir ce que c'est que la vraie terre, les petites gens et compagnie. Donc on est 20 ans plus tard, mais c'est le même dispositif. Sauf que le problème, c'est que cette mécanique-là, ça ne marche pas. Elle marche un quart d'heure et après elle marche plus. Et dans les invités, il y a On a tout, on a le paysan, on a le producteur bio, on a le youtubeur, on a un peu tout, la mère, madame la mère, on a tout ça. Et l'émigré qui a réussi. Et l'émigré qui est de l'Est, qui a réussi, qui est le mari de la productrice qui reçoit. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que justement, il n'y a pas cette liberté de ton et cette justesse des personnages qu'on avait dans Le Goût des autres. Je vous prends un exemple très simple. On connaît le militantisme politique de Bakri et Jaoui, des hommes et femmes de gauche, qui affirment publiquement, voilà, je défends les migrants, je défends les intermittents, on connaît. Mais ils arrivaient dans leur film à s'extraire de ça et à peu près juste. Donc là, il dit, on va mettre Bakri en type de droite, Jaoui en femme de gauche, tous les deux ont des défauts. Mais le défaut de Bakri, c'est que c'est un vrai cynique égoïste. Le défaut de Jaoui, femme de gauche, c'est qu'elle est idéaliste. C'est un peu comme dans les entretiens d'embauche, quand on vous apprend à dire, c'est quoi votre défaut? Je suis un peu trop exigeant avec moi-même, quoi. Là, on est la même chose. On est exactement là-dedans. Ce qui fait que tout ce problème de ton, ça ne va pas marcher, parce que tout est figé. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on remarque que Bakri et Jaoui savaient, par leur talent, photographier l'époque où ils étaient les moteurs, quand ils avaient 40 ans. Alors c'est Cuisine et Dépendance, c'est Un air de famille, c'est Le Goût des autres. Là, ils sont pré-retraités, ils ont plus de 60 balais, ils contemplent, ils regardent, ils ne comprennent pas l'époque. Ils n'arrivent pas à saisir l'époque qu'ils ont créée, mais qui les dépasse. Donc on a un peu de tendresse là-dedans, mais en fait, on se dit vite qu'ils sont ringards, et que ce qu'ils ont créé est bidon, et qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont créé. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est que scénaristiquement, ça ne marche pas. Dans l'interprétation, ça ne marche pas. Dans la mise en scène, ça ne marche pas, mais parce qu'ils n'ont plus rien à dire. C'est ça qui est dramatique. Mais si vous voulez, moi j'ai vu Le Sens de la Fête et je me suis juré que plus jamais je n'irai voir un film de Bakri et de Jaoui parce que c'était trop. La grossièreté du film m'a submergée. J'ai été devant un océan
de grossièreté, de choses fausses, de propagande au bétonné, propagande bétonnée. Enfin, c'était donc plus jamais, c'est terminé. Place publique, exit, Game Night. Alors Game Night, ouais, on est dans une comédie. Alors c'est la vraie comédie, c'est le divertissement pur. Mais c'est très bon et ça fait plaisir et ça fait du bien. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, il y avait un film il y a quelques années qui s'appelait Comment tuer son boss, qui est une comédie un peu amusante américaine. Là, les scénaristes de ce film-là sont aujourd'hui réalisateurs. Donc l'histoire, c'est en gros pour pimenter leur vie de couple. Max et Annie animent un jeu une fois par semaine, une nuit avec des amis. C'est des jeux de société, c'est des choses comme ça. Ils s'amusent, ils font des paris, voilà. Et le frère de Max, Brooks, revient, c'est un type qui a réussi, qui est très beau, charismatique, et il dit « Je vais faire une grande soirée chez moi dans une magnifique villa ». Sauf que c'est une soirée jeu. Donc il invite les mêmes, il fait son jeu, sauf que son jeu, c'est pas un jeu de société, c'est un jeu de rôle. Il dit « Voilà, j'ai payé des acteurs, le pitch c'est ça, je vais me faire enlever, vous allez devoir me rattraper ». Donc il se fait enlever, tout le monde est content, sauf qu'il ne le trouve pas. Il ne le trouve pas. Parce qu'il est vraiment enlevé. Il est vraiment enlevé. Et ça qui est amusant, c'est qu'on est dans la comédie décalée qui joue la carte de l'absurde. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes ordinaires, qui sont dans un scénario extraordinaire, qui connaissent et qui prennent comme un jeu. Qui font que leur réaction, ils sont débarrassés de la peur, ils sont débarrassés de réflexes, un peu de survie, ils sont débarrassés des codes et des scénarios qu'ils ont déjà vus dans des faits divers à la télé ou dans des films, et donc ils ont des réactions qui n'ont rien à voir avec des réactions habituelles. Et donc ils jouent la carte de ça à fond. Les deux réalisateurs ont le sens du timing, c'est-à-dire que quand il y a la bonne blague à faire, ils la font au bon moment avec le bon cadrage. Le scénario est super bien ficelé et les acteurs s'amusent. On voit, ils prennent leurs pieds, ils s'amusent vraiment, et donc nous on s'amuse avec, on rigole, vraiment, on rit, et on se fait embarquer comme ça. Et voilà, alors c'est pas un grand film, mais une bonne comédie, ça fait du bien et c'est rare. Bon, donc on vous propose plein de bons films, chers téléspectateurs. L'île aux chiens, si vous aimez le suspense, Jersey Affair, et Game Night. On peut négliger Place publique, parce que le duo Bakri Jaoui, je les trouve très narcissiques. Je les trouve très narcissiques, et comme il n'y a quand même pas grand-chose dans leur petit nombril... C'est ce qu'on voit dans le film. C'est un peu fatigant. Quand ils parlent plus d'eux, et qu'ils sont plus acteurs, il n'y a plus rien. J'ai regardé la bande-annonce, on a encore « Putain, merde, fait chier ». Enfin, je veux dire, ça, c'est fatigant. Oui, c'est pas très vulgaire. Demander 10 € pour entendre ça, c'est fatigant. En tout cas, merci Arthur. Merci Anne. Et vous retrouvez ces chroniques, bien sûr, dans l'Incorrect. Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons pour cette chronique livre invité quelqu'un que vous connaissez déjà, qui s'appelle Rémi Husseil, et qui nous offre des chansons de gestes. Alors, on a l'habitude à TV Liberté de faire dans l'original, de chercher vraiment les perles, mais alors là, un écrivain qui aujourd'hui, en 2018, écrit des chansons de gestes, j'avoue que vous faites très fort, Rémi Husseil, pour le plus grand plaisir des auditeurs et des lecteurs. Bonjour. Bonjour Anne. Vous nous avez offert déjà la vie de Berthe au Grand-Pied et les enfances de Charlemagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire, pour donner envie aux téléspectateurs de revenir en arrière, Berthe au Grand-Pied, que lui est-il arrivé ? Alors, Berthe au Grand-Pied, il s'agit d'une histoire de substitution. Une servante s'étant... la sœur de lait ? La demi-sœur de Berthe s'étant... Sœur de lait, oui. S'étant substituée à Berthe pour s'emparer du trône de France jusqu'à ce qu'elle soit finalement... démasquée et châtiée, mais au bout de 9 années qui auront été pour Berthe 9 années d'exil qu'elle aura passé dans les bois, dans la forêt du Mans. Dans une gentille famille. Au sein d'une famille, effectivement. Et là où l'histoire de Berthe se amorce, ce qui est la suite de mon projet littéraire, c'est que Pépin le Bref, donc époux de Berthe au Grand-Pied et père de Charlemagne, aura de la servante Alice qui s'est substituée à Berthe
deux enfants, deux bâtards, Rinfroy et Eudry, qui sont dans les enfances de Charlemagne les antagonistes, puisque ce sont eux qui vont usurper le trône qui doit revenir à leur demi-frère Charlemagne, et qui vont le chasser. Et Charlemagne, à son tour, partira en exil et n'en reviendra qu'à la tête d'une armée, et étant devenu lui-même un jeune guerrier pour affronter ses demi-frères et restaurer donc la légitimité et reprendre son trône. Ça, c'était donc mon deuxième livre, Les enfances de Charlemagne, publié également aux Belles Lettres un an après Berthe au Grand-Pied. Et donc j'arrive avec mon troisième livre, Rolandin, qui raconte la naissance et les jeunes années du personnage de Roland, le neveu de Charlemagne. Le célèbre Roland, mort à Roncevaux. Tout à fait, personnage célèbre, puisque c'est par lui que s'ouvre notre histoire littéraire, la chanson de Roland étant le premier texte littéraire, le premier grand texte littéraire de langue française. Alors, vous apportez quelque chose de nouveau, vous nous racontez l'enfance de Roland, qui est appelé Rolandin. Alors, quelque chose de nouveau, pas tout à fait, mais quelque chose d'inconnu, effectivement, oui, puisqu'aujourd'hui, c'est un récit qu'on ne connaît plus. Oui. Mais le récit que j'ai adapté et que j'ai réécrit, c'est un récit qui nous vient tout de même du XIIIe siècle, donc il n'est pas tout à fait nouveau. Il faut savoir que les chansons de gestes, aujourd'hui, on ne connaît plus que la chanson de Roland, parce que dans les bonnes écoles, on en étudie encore quelques extraits à l'école. Je crois que plus personne ne la lit entièrement, non. 3 fois hélas. Mais enfin, on ne connaît plus que la chanson de Roland. Les chansons de gestes, il y en a une centaine. Et ce corpus fabuleux des chansons de gestes forme une mythologie, la mythologie de la France. Les hommes du Moyen-Âge appelaient ce cycle littéraire la matière de France, pour la distinguer d'une autre mythologie qui est la mythologie arthurienne et qu'ils appelaient la matière de Bretagne. Et les chansons de gestes, donc, sont un corpus absolument fabuleux. Et je trouve infiniment triste qu'on n'en connaisse plus qu'une seule. Et je voudrais, de tout mon cœur, je voudrais réussir à faire connaître les autres. Et c'est tout le sens de mon projet littéraire. Donc vous êtes le héros, H-E-R-A-U-L-T. Alors vous êtes tout à fait étonnant parce que vous écrivez là en prose, mais dans une langue très très sérieusement inspirée de la langue de l'époque. C'est très facile à lire, il n'y a pas besoin de dictionnaire, vous êtes très très lisible, mais c'est une langue ancienne. Oui, c'est une langue délibérément archaïsante qui en fait n'est ni tout à fait du français moderne, bien que elle en soit tout de même fortement nourrie, ni tout à fait du français médiéval, sans quoi on ne pourrait pas me lire. Il s'agit d'une tentative délibérée, méditée, de créer une langue à la fois accessible et autre, de manière à véhiculer cette atmosphère du Moyen-Âge que je veux tout de même réussir à porter. Par exemple, vos héros ne pleurent pas, mais l'eau du cœur leur monte aux yeux. C'est quand même fabuleux. Oui, c'est une... Je ne pleurerai plus jamais sans penser à vous. C'est une expression médiévale, en effet. C'est une très belle expression médiévale. Alors, comme votre personnage, Berthe, qui va donc s'exiler 9 ans dans la forêt, les parents de Roland vont être obligés de fuir. Que s'est-il passé ? Eh bien, les parents de Roland sont donc Gisèle, la jeune sœur de Charlemagne, oui, et Milon, le duc d'Anjou, qui est un vassal de Charlemagne. Et ils sont épris l'un de l'autre, mais Charlemagne ne veut pas les unir parce qu'il a d'autres projets d'union politique. Parce que Milon est duc d'Anjou, mais il n'est pas roi.
Il n'est pas roi et de plus, il est déjà vassal de Charlemagne, ce qui fait que pour Charlemagne, politiquement, ce n'est pas une union très avantageuse. C'est pas utile. C'est pas très utile. Or, il faut bien savoir que les femmes, les princesses sont des denrées utiles. Oui, on les monnaie. Le mariage d'une princesse est une affaire d'État, mais pas seulement d'ailleurs celui d'une princesse, celui d'un prince aussi à l'époque, puisque de ce point de vue-là, les princes et les princesses sont logés tout à fait à la même enseigne. Oui. Les mariages dynastiques sont des affaires politiques. C'est comme ça. Ça n'exclut pas forcément l'amour. On sait que, par exemple, Saint-Louis aimait beaucoup son épouse, mais le motif politique est toujours là. Donc, l'union de Gisèle et Milon, puisqu'ils vont coucher ensemble. Ah non, faut pas dire comme ça. Non, faut pas dire comme ça. Vous êtes beaucoup plus poétique dans votre livre, Rémi. Alors, je vais lire justement cette scène parce qu'elle est quand même, elle est très très jolie. Milon fait la cour à Gisèle, qui est une jeune princesse extrêmement bien élevée, très chrétiennement élevée, et il n'est pas question que elle donne son pucelage comme ça avant d'être mariée. Donc elle résiste, et évidemment, comme tous les hommes, Milon use de tous les arguments, et puis finit par dire nous ne pouvons pas être unis puisque ton frère nous l'interdit. Alors, et il la menace presque. Enfin bon, bref, elle va succomber. Et alors vous racontez ça dans une scène absolument ravissante que je vais lire parce que elle est très très belle. Enfin, Gisèle succomba. Un beau soir, elle trouva le moyen d'introduire Milon dans sa chambre en grand secret. C'était une belle et noble chambre que le roi avait fait adorner avec art pour qu'elle fût agréable à sa sœur. Or, la princesse, durant l'usurpation du trône de France par Rinfroy, le bâtard, avait été élevée en une mirande de la verte forêt du Mans par Simon de la Godine, un fidèle chevalier du roi Pépin. Depuis ses sylvestres enfances, elle avait gardé au cœur l'amour des bois. On avait donc peint les murs à la semblance de grands arbres ramés. Puis, on les avait encourtinés de riches étoffes de sinople, brodées de motifs de feuilles et de fleurs, de bêtes et d'oiseaux. Quant au lit de la princesse, il était couvert d'une courte pointe de brocart céladon, venu d'Antioche ou de Damas. C'est sur ce lit, en cette chambre verte, que Gisèle abandonna son pucelage à Milon, comblant tous ses désirs. Cette nuit-là, il engendra en elle le noble paladin Roland. Heureux péché qui donna un tel champion à douce France. D'un mal, notre Seigneur peut toujours tirer un bien. C'est pourquoi jamais les puissances de l'enfer ne prévaudront contre lui. Voilà cette scène qui est quand même très très jolie, et vous rétablissez en disant d'un mal va sortir un bien puisque le noble chevalier Roland va naître. Et alors ce que j'aime beaucoup dans votre histoire, puisque on va suivre ce trio merveilleux dans la forêt, c'est que les scènes sont extrêmement intimes, fines, pleine de vérité. Ainsi, quand Gisèle va arriver à son terme, ils sont dans la forêt, ils sont en train de rejoindre l'Italie, parce que seule l'Italie ne dépend pas de Charlemagne. Donc ils traversent les cols, les forêts. Comme la Sainte Vierge, elle arrive à son terme en pleine forêt. Et elle lui dit « Mon doux Seigneur, veuillez regarder où en est l'enfant ». Et alors, il y a ce dialogue absolument fantastique. Le duc d'Anjou, qui est quand même un être qui n'est pas très instruit, qui a beaucoup guerroyé, qui a beaucoup chassé. Et alors, elle lui regardez donc si l'enfant arrive. Et il répond, mais vous n'y pensez pas, je n'y parviendrai pas. Et alors, elle répond avec beaucoup d'humour, vous y êtes bien parvenu il y a 9 mois de cela. Je trouve que votre humour dans cette situation est très drôle. Et ça rend vos personnages extrêmement proches. On a l'impression qu'ils sont à côté de nous. Je l'espère. En tout cas, c'est une scène qui est tout à fait réaliste, puisque je pense
qu'un homme du Moyen-Âge à qui on aurait demandé de collaborer à un accouchement en aurait été extrêmement troublé, dans la mesure où très réellement, à l'époque, l'accouchement est une affaire de femmes. Ce sont les sages-femmes qui s'occupent de tout. Le mari n'assiste absolument pas à l'accouchement. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est la dernière phrase de Gisèle, et Gisèle emporte le morceau, elle lui dit « Vous qui étiez si hardi, vous prenez mal votre moment pour vous apoltronir. » Apoltronir, c'est-à-dire pour avoir peur. Oui. Le personnage de Milon est assez nuancé. Personnellement, j'ai tout de même de la sympathie pour lui, mais Gisèle est beaucoup plus intelligente que lui. Gisèle est très fine et très drôle. Alors, il y a aussi une autre très jolie scène. Ils vont rencontrer un ermite et ils vont se confesser à cet ermite. Et que se passe-t-il? Que dit l'ermite? Alors l'ermite va leur donner pour pénitence, puisque ces trois personnages étaient en fuite, l'intention de Milon, fuyant la colère de Charlemagne, était de se réfugier auprès du pape à Rome et de devenir un chevalier mercenaire. Et il espérait, étant tout de même de très haut lignage, bien emparenté, ayant des relations, retrouver sa situation retrouver un train de vie fastueux et tous les honneurs mondains. Et l'ermite va les convaincre de renoncer à ces projets grandioses pour se consacrer à une vie d'humilité et de pénitence pour leur péché qui est double, puisqu'il s'agit d'une part du péché de besogne charnelle, le péché de luxure, mais aussi, et peut-être même surtout pour Milon, qui est le vassal de Charlemagne, péché contre le Seigneur. Péché de trahison, de parjure, puisqu'il a prêté serment, c'est ça la féodalité, c'est-à-dire qu'on prête foi et hommage au roi et on le prête dans les termes... Ou un seigneur. Ou un seigneur, ce qu'on appelle le suzerain, même si en réalité le mot suzerain n'est pas employé par les hommes du Moyen-Âge, mais effectivement, on prête foi et hommage et c'est un acte religieux. En général, le serment, on le prête sur des reliques. Et manquer à la loyauté qu'on doit au suzerain est grave. C'est une faute morale et religieuse grave. Alors, je viens de lire d'où vient le serment des chevaliers. En fait, c'est Charles le Chauve qui a, dans un premier texte, dit « Chacun doit choisir un seigneur et le servir ». C'est une organisation de la société étonnante. Chacun doit se choisir un seigneur. Donc ce n'est pas une question d'oppression comme on dit aujourd'hui avec la lecture marxiste de l'histoire. Non, chacun se choisit. Mais il y avait autre chose d'intéressant dans cette visite à l'ermite, c'est que l'ermite leur demande de vivre en effet incognito, mais aussi en frères et sœurs. Et dorénavant, ils dormiront avec l'épée de Milon entre deux. Oui, pendant ces années que va durer leur pénitence, ils ne sont toujours pas mariés. Ils n'ont pas le droit, en principe, de se marier sans le consentement de Charlemagne. Donc, ils ne vont plus commettre le péché de chair, mais ils vivront en tant que frères et sœurs ensemble, en élevant leur enfant. Quand on lit cela en plein 2018, évidemment, cela nous évoque ça nous fait quelques petits rappels de certains règlements. Et vous le dites avec infiniment de finesse, et c'est très joli. Alors on assiste à l'enfance de ce petit garçon dans la forêt qui va grandir en force et en sagesse et qui va aller à l'école, et donc ça nous permet de voir comment se comporte une école, qu'est-ce qui se passe dans une école en ce temps-là. Oui, alors les écoles existaient déjà à l'époque, enfin elles remontent en fait à l'Antiquité, mais avec bien des aléas. En réalité, à l'époque de Charlemagne,
il y avait dans la plupart des villes de petites écoles, souvent paroissiales, qui étaient tenues par des clercs et souvent par des prêtres. On a une documentation sur ces écoles, il y a des travaux d'historiens. Il y a des enluminures, j'ai vu, en préparant l'émission, j'ai vu une enluminure avec une école, plein de petits-enfants, et l'un d'entre eux, le pantalon baissé, parce que le maître allait lui coller un petit coup de fouet sur les fesses. Ah oui, on pratiquait les châtiments corporels, je ne sais pas s'il faut en pleurer, mais enfin c'est un fait. À l'époque, les châtiments corporels existaient dans les écoles, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient administrés tout le temps ou de manière cruelle, mais enfin c'est une réalité du temps. Et ces scènes scolaires m'ont permis de faire passer quelque chose qui me tenait à cœur et peut-être d'essayer de corriger une fausse idée qu'ont les gens d'aujourd'hui dans la perception qu'ils ont du personnage de Roland, puisque aujourd'hui Roland, on ne le connaît plus que par la chanson de Roland qui raconte sa mort, et donc on ne le connaît plus que par quelques extraits. Et tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il cause la perte de l'arrière-garde de Charlemagne parce qu'il s'obstine à vouloir se battre en refusant de sonner du corps pour appeler à l'aide. Et donc je pense que beaucoup de gens de nos jours pensent que Roland est un personnage plutôt bête, plutôt stupide, ce qui est un jugement qu'on peut porter, qui est différent du jugement que les hommes du Moyen-Âge pouvaient porter sur lui. Mais en tout cas, dans la tradition littéraire du Moyen-Âge, Roland a la réputation non pas d'avoir forcément une grande sagesse, la sagesse c'est plutôt le propre de son compagnon Olivier, qui est plus raisonnable, qui l'incite à la prudence, mais par contre Roland est réputé pour être extrêmement intelligent et instruit, il est réputé pour avoir une culture énorme. Et dans ses enfances, qui sont fondées donc sur des légendes qui remontent au XIIIe siècle, il y a l'idée que non seulement dès l'enfance il manifeste les qualités d'un futur héros guerrier, c'est-à-dire la force, le courage, l'endurance, l'agilité et toutes les capacités physiques d'un futur héros, mais également l'intelligence, une curiosité insatiable, une capacité prodigieuse à apprendre, à assimiler et à retenir. Et les hommes du Moyen-Âge qui aimaient beaucoup essayer d'expliquer les noms par des étymologies qui étaient souvent fantaisistes, mais c'était des tentatives. Pour l'auteur des Grandes Chroniques de France, qui donc sont un fameux texte du XIIIe siècle, du temps de Saint-Louis, qui tente de faire la synthèse des connaissances que les Français de l'époque ont sur l'histoire de leur pays, on explique le nom de Roland par le mot « roll », c'est-à-dire « rouleau », en français moderne, et on explique que Roland, c'est le rouleau de science, parce qu'il était le plus savant des chevaliers de son temps. Très bien. Alors, on va poursuivre la vie de ce jeune homme, toutes ses aventures, tous ses combats, et je n'en dis pas plus, parce que vraiment, chers amis de TV Liberté, il faut que vous ayez ce livre dans votre bibliothèque. Vous passerez un moment, vous-même, adulte, fantastique. J'avoue que vous êtes... Jacques Trémollet de Villers, d'ailleurs, qui a fait la préface, le dit, on ne peut pas sortir de votre livre. Vous êtes assez redoutable. Merci. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, et ça, je l'ai testé, les jeunes rentrent dans votre univers et ils sont fous de bonheur. Donc tous les jeunes, à partir du moment où ils lisent couramment, vont être pris par votre héros qui est de leur âge et ils vont être absolument ravis. J'en ai des preuves, ça marche. Je connais un petit garçon qui s'appelle Colomban et qui affectionne beaucoup vos ouvrages. Et voilà, ce dernier passage, vous dites que
Alors, Roland est à Sutre, donc c'est une ville en Italie. Sutre est une petite ville qui n'a que peu de titres de gloire, et ce n'est certes pas dans les hauts faits du comte Allori ou dans son lignage qu'elle pourrait trouver des motifs de fierté. Mais encore aujourd'hui, ses habitants s'enorgueillissent, malgré le passage des siècles, des primes années que le preux Roland y passa. Ils racontent volontiers son histoire et son renom rejaillit sur leur cité. Je ne les en blâme point, bien au rebours. On doit louer ceux qui s'appliquent à garder en leur remembrance les hauts faits des prud'hommes du passé. Donc vous faites partie de ceux qui veulent garder en remembrance les hauts faits des prud'hommes du passé. Donc je vous remercie pour cela, Rémi. Je dois dire que cette édition des Belles Lettres est somptueuse comme toutes les autres, avec des illustrations magnifiques. J'aime beaucoup la naissance de Tristan, avec la reine allongée, la suivante qui prend l'enfant dans ses bras, et les deux chevaux qui discutent derrière. C'est absolument inouï, dans le fond et avec la végétation. La couverture est magnifique. Ils font un très joli travail tout à fait. aux éditions du Belles Lettres. Donc, content. si vous voulez que cette entreprise de Rémi Husseil dure, eh bien, il faut acheter ces 3 premiers livres parce que sinon, eh bien, il n'y aura plus d'histoire. Et Dieu sait si vous en avez encore beaucoup dans la tête. J'en ai encore beaucoup dans la tête et surtout dans mes sources, c'est certain. Et à cette occasion, j'aimerais faire passer un petit message à ceux qui nous écoutent, parce que je continuerai mon œuvre ou je ne la continuerai pas, ça dépend de contingences qui ne dépendent pas de moi. Oui. Mais j'aimerais dire à nos téléspectateurs, les chansons de geste sont votre mythologie, c'est votre héritage. Si vous voulez qu'elles vivent, il faut que vous les fassiez vivre. Personne ne le fera à votre place. Moi-même, je ne suis pas quelqu'un d'important, donc j'ai fait un effort. C'est pas un petit effort qui a pas forcément beaucoup de portée, mais si chacun faisait un effort pour porter cet héritage, il pourrait vivre. C'est le vôtre. Alors, c'est un très beau message, mais moi, j'en ajoute un autre, c'est que lire une chanson de geste, c'est tout de même pas évident du tout. C'est un exercice difficile, alors que vous lire, vous, Rémi Husseil, mettre à notre portée ces chansons de geste, c'est très facile. C'est vraiment très accessible. Donc vous êtes un merveilleux héros, j'ai envie de dire, de cette époque pour garder votre vocabulaire. Merci beaucoup Rémi Husseil. Merci Anne. Rolandin, édition Les Belles Lettres, et Berthaud Grandpied et Les Enfances de Charlemagne précédemment. Merci beaucoup, à très vite. Et de toutes les façons, vous devez continuer d'écrire parce que le plus important dans un livre, c'est la rédaction et l'édition arrive toujours un jour ou l'autre. Merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission.